Merci Claire-Marie. Oui, donc pour le thème 2, c'est accessibilité et visibilité des services. On a encore ici 5 participants. Il s'agit de Mylène Breton, qui est professeure au département de santé communautaire à l'Université de Sherbrooke et chercheur à l'Institut universitaire. Ensuite, il va y avoir Dr. Raymond Vaillancourt, qui est chef du département régional de médecine générale au CIUS de l'Estrichus. Et on aura parmi nos discutants Mme Nicole Desjardins, qui est une patiente usagère, partenaire, collaboratrice dans les travaux sur l'accès adapté dans l'équipe de Mylène Breton. Il y aura aussi Dr. Catherine Houdon, qui est professeure au département de médecine familiale à l'Université de Sherbrooke, et Edith Champagne, qui est coordonnatrice du groupe de médecine de famille. Donc, ici aussi sur le territoire là, du CIUS de l'Estrichus. Alors, la première intervenante, Mylène Breton, va nous présenter quelques notions en lien avec l'accessibilité et la visibilité des services. À toi, Mylène. Oui, allô, est-ce que j'ai contrôle de la présentation? Non, mais parfait. Bon, ben, OK, ben, bonjour à tous. On va parler l'accès aux services de première ligne. Bon, ben, tout le monde, on parle beaucoup de COVID, mais on parle aussi beaucoup d'accès depuis quand même plusieurs années. Les services de première ligne, bon, ben, une de nos pionnières, Barbara Starfield, pour ceux qui sont familiers, l'accès, c'est un des concepts clés des attributs de première ligne. Oui, ça fait longtemps qu'on parle d'accessibilité. C'est toujours un élément extrêmement important de tous les modèles de performance quand on s'y intéresse. Alors, une seconde, mon fils est à la maison. Oui. OK, excellent. Prochaine diapo. Alors, comme Paul Morin vous a annoncé, il y aura le lancement officiel du cadre de référence, mais l'accès est toujours une composante très importante des services de proximité. Plus de 20 ans après le cadre de Barbara Starfield, l'accès est toujours contemporain comme concept important pour la première ligne. Et rapidement, comme je mets les bases pour la composante de l'accès, l'accès, si tu vas à la prochaine diapo, c'est aussi une des composantes clés du Patient Center Medical Care. Patient Center Medical Home, c'est que j'ai le terme anglophone, mais c'est vraiment la vision de la première ligne du Collège des médecins de famille du Canada qui ont revisité les piliers des services de première ligne et l'accès est toujours un des 10 piliers et même avec ils l'ont revisité récemment, puis c'est toujours un élément extrêmement important. Et pour ceux qui le connaissent, il y a eu un modèle qui est développé sur l'accessibilité, puis je trouve ça important de vous présenter, mais très, très brièvement, ce modèle-là. D'une part, c'est une fierté québécoise. C'est un Québécois qui a développé ce modèle-là avec des Australiens. C'est vraiment pour se rappeler que l'accessibilité, si on parle souvent quand on a la consommation de services, c'est vraiment au moment qu'on rencontre le professionnel, rencontre le patient. Mais un processus d'accessibilité, il y a des étapes à tous les niveaux, puis c'est à la recherche du patient et du système qui va permettre cette rencontre d'accès. Et c'est beaucoup la navigation, aussi comment la disponibilité. Alors, on met beaucoup le focus sur la rencontre qu'il y a entre la personne et le système, mais c'est tout un processus qu'il faut aider à reconnaître les besoins, à savoir naviguer. Du coup, on parle beaucoup de la littératie aussi des personnes plus vulnérables pour naviguer. Alors, il y a vraiment de l'accompagnement à tous ces éléments-là du processus qu'on peut accompagner sur l'accessibilité. Alors, je vous invite, si ça vous intéresse, le cadre de l'Évêque qui est très, très connu et très cité dans le monde actuellement. Alors, on est allé sur la théorie pour jeter les bases. Lise, si tu voulais changer la diapo. Alors, comme vous le savez, l'accès, il y a plusieurs portes d'entrée au Québec. On centralise vraiment la première ligne, c'est le premier contact avec la population. Puis, il y a plusieurs portes d'entrée. Au Québec, la principale porte d'entrée, c'est vraiment les cliniques médicales, le GMF qu'on appelle. Il y a aussi les pharmacies communautaires qui jouent un rôle très, très important dans l'accessibilité. Vous le savez qu'il y a des pharmacies à tous les coins de rue. En tout cas, à Montréal, il y en a à tous les coins de rue qui sont ouvertes sur des grandes heures d'ouverture. Et aussi, quand on demande à la population, c'est souvent leur premier contact avec un professionnel. Alors, puis avec les nouvelles lois aussi, les rôles étendus des professionnels, les pharmaciens communautaires jouent un rôle de plus en plus important, et les GMF. Alors, vous le savez tous, mais on va se le rappeler. Lise, si tu vas aller à la prochaine diapo.
Les GMF, c'est vraiment le modèle prédominant au Québec, le modèle organisationnel majoritaire. Il y a plus de 350 GMF au Québec. Les premiers ont apparu en 2002, puis c'est assez extraordinaire de voir, après près de 20 ans, que c'est vraiment le modèle dominant. Ça s'est développé initialement, c'était une pratique de groupe, des médecins qui se rassemblaient ensemble, on inscrivait des patients en collaboration avec des infirmières. 20 ans plus tard, c'est vraiment une équipe interdisciplinaire. On a maintenant un pharmacien dans l'équipe de base, un travailleur social, on a des infirmières praticiens. Alors, le modèle a grandement évolué au courant des 20 dernières années. On peut être fier, c'est une pratique de première ligne. On dit souvent que les GMF sont fermés sur eux-mêmes, malheureusement, qui sont fermés à la population qui est inscrite. Alors, si on revient, Élise, à la prochaine diapo, l'accès. 2 composantes clés au Québec, particulièrement quand on parle à l'accès, on parle à l'affiliation professionnelle à première ligne. Si vous regardez le journal ou écoutez un peu, les patients orphelins, c'est une problématique extrêmement préoccupante au Québec qui s'est détériorée depuis les 10 dernières années. Et aussi, on dit, bon, bien, avoir un médecin de famille, ça ne règle pas tout. Quand on a un médecin de famille, c'est souvent un prérequis pour avoir accès, mais quand on a un médecin de famille, ça ne veut pas nécessairement dire que je suis capable de le voir quand j'ai besoin. Alors, il y a tout le concept d'accès en temps opportun. 2 éléments importants que je veux parler avec vous, qui est des solutions. Alors, j'ai oublié de partir mon timer, mais bon, l'affiliation à un médecin de famille, bon, ben, j'ai l'impression que vous savez tout ça, mais les études ont démontré qu'avoir une affiliation avec un professionnel de première ligne, ça donnait des soins de meilleure qualité, de prévention, une meilleure accessibilité. Et au Canada, on se distingue dans le monde très défavorablement. On est parmi les pires pays de l'OCDE en termes de proportion de la population qui a un médecin de famille. Et au Québec, on est les pires au Canada en termes de personnes qui se disent avoir un professionnel de première ligne. Alors, pour répondre à cette importante problématique, on a fait un peu le modèle comme des listes centralisées de garderies. On a dit on va centraliser les demandes de patients orphelins, puis on va faire un guichet d'accès aux clientèles orphelines. Il a été créé en 2009, puis l'idée, c'était vraiment de dire, on va essayer, au Québec, on va essayer de faire une priorisation, les patients qui sont le plus vulnérables, essayer de leur donner un médecin plus rapidement qu'une personne en santé. Cette idée de mettre en place des guichets d'accès aux clientèles orphelines, elle est unique dans le monde presque, à l'exception du Portugal. Et au Canada, il y a 7 provinces qui ont mis en place ce système-là. Au Québec, on est une des 3 provinces qui ont mis un système de priorisation qui se distingue de, c'est pas le premier inscrit, premier référé. On a essayé de catégoriser selon l'état de santé de population. Alors, Lise, peut-être la prochaine. Nos guichets que vous avez certainement entendu parler, on a des patients qui peuvent être orphelins sans s'inscrire sur la liste d'attente, mais depuis la pandémie, il y avait 700 000 patients qui étaient formellement inscrits sur la liste d'attente, en recherche active d'avoir un médecin de famille. Et malheureusement, cette liste d'attente, depuis si on regarde les données de la dernière année pendant la pandémie, elle a augmenté. Alors, il y a eu une diminution de la prise en charge. Alors, c'est une problématique encore plus importante. Près de 800 000 Québécois n'ont pas de médecin de famille. Alors, ça, c'est une premier élément. Mais avoir un médecin de famille, c'est un facteur facilitant pour avoir accès, mais c'est pas nécessairement, ça n'arrête pas nécessairement toutes les solutions. Combien de personnes vous ont dit, j'ai un médecin, je suis jamais capable de le rencontrer, ou vous avez un peu l'idée du principe. Encore une fois, au Québec ou au Canada, l'accès, on n'est vraiment pas très bon au niveau de la première ligne. Quand les enquêtes du Commonwealth Fund demandent est-ce que vous êtes capable de voir un professionnel de première ligne le jour même, au Canada, c'est environ 40% des personnes qui disent oui, je suis capable. Puis au Québec, c'est plus défavorable. Puis depuis la dernière enquête, on s'est encore on s'est empiré sur cet élément-là au Québec, bien qu'on travaille sur l'accessibilité depuis quelques années. Alors, rapidement, ça semble une solution magique. L'accès adapté, qui est un modèle organisationnel qui vient si jamais tu vas aller à la prochaine diapo. L'accès adapté, c'est un modèle qui a été développé aux États-Unis, qui a été adopté dans plusieurs pays. Puis au Québec, on est dans cette vague-là quelques années plus tard, mais depuis les années 2010, il y a vraiment un engouement pour ce modèle-là, pour les cliniques médicales, d'implanter ce modèle-là pour faire un redesign organisationnel pour avoir des plages qui sont disponibles pour
plus rapidement pour les patients qui en ont besoin dans les cliniques. Alors, je n'irai pas en détail, mais il y a vraiment un mouvement pour aller dans cette amélioration puis soutenir les cliniques médicales pour implanter ce modèle-là. Et finalement, le message le plus important pour moi, dernière diapo, je pense, celle-là, on va passer, là, c'est avant-après l'implantation de l'accès adapté. L'accès, c'est vraiment bien. On parle d'affiliation professionnelle qui permet d'avoir... Bon, c'est bon. L'affiliation avec un professionnel de santé, ça permet d'avoir une équipe interdisciplinaire, mais l'accessibilité, d'avoir une affiliation n'est pas nécessairement suffisant. Ce qui est plus important, on parle beaucoup d'accès, mais ce qui est important, qui est comme, on dit souvent, l'accès c'est bien, mais la continuité relationnelle et organisationnelle, c'est mieux. Alors, j'espère avoir mis les bases pour lancer la discussion. Je sais que Dr Vaillancourt, qui est la prochaine conférencière, est une médecin extrêmement engagée. Elle est un modèle, une leader au Québec, chef du DRMG en Estrie. Certainement une qui a le plus d'expérience de toutes ces réformes. Alors, va vous donner un exemple concret de toutes ces réformes ou initiatives pour améliorer l'accès. Alors, Dr Vaillancourt, à toi la parole. Bien, merci, Mylène. On m'entend bien? Oui. Comme ce que je constate, c'est que les gens parlent rapidement pour pouvoir passer les messages. Puis moi, j'ai l'habitude de parler vite, mais je vais ralentir le tempo parce que je pense que je n'ai pas le contrôle de mes diapos, mais je vais essayer de passer en rafale quelques-unes. Effectivement, je pense que si j'avais à résumer la présentation, concrètement, j'aurais mes 3 P. J'ai participé à l'ère des PPP, là, des projets à petits pas. Je pense que mes 3 P, ça se résume entre une porte d'entrée qui est claire, un panier de services qui est connu puis qui est visible, là, qui est connu puis qui est en fait connu pas seulement côté médical, mais aussi côté populationnel, puis de la pertinence, qui est le 3e P, qui est de la pertinence, oui, dans les services, mais aussi à l'interne, qui rejoint un peu l'accès adapté là, que Mylène vient de vous parler. Fait que si on va rapidement, là, c'est des constats qu'on a, c'est sûr qu'il y a beaucoup de retraites actuellement. Là, nous, c'est 13% de nos gens qui ne sont pas encore partis là, du côté médical. Il y a beaucoup de patients qui s'ajoutent. Là, le guichet d'accès se nourrit de lui-même. On est rendu en Estrie à 72 000 patients. C'est énorme, mais il ne faut pas que pour la population, ça soit catastrophique de basculer au niveau du guichet. Il ne faut pas que ça soit un stationnement non plus à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait des services qui soient appropriés. Puis c'est vers ça qu'on veut s'assurer que les gens savent où aller chercher ces services-là. Puis je pense que ça va être important. Vas-y à rafale, Lise, pour les diapos. Là. Je suis rendue à ma 5e diapo. Tu peux avancer. C'est ça. Ça, c'est le guichet. Les gens sont en attente. La prochaine, ça, c'est important. Je pense que pour des données, que ce soit au niveau de la direction du SUS, que ce soit au niveau de nos tables locales, que ce soit au niveau de nos GMF, puis de savoir c'est quoi le taux d'inscription de la population. Quand on regarde le guichet, il y a de tout. Tu as des gens qui sont en attente, tu as des gens qui ont encore leur médecin de famille qui n'est pas parti encore à la retraite, mais l'indicateur principal qui parle le plus, c'est le taux d'inscription. Puis malheureusement, ce qui arrive souvent dans un petit territoire, ça peut être une localité, une municipalité qui se retrouve sans médecin de famille, ce qui peut faire mal dans ce territoire-là, là, parce qu'il n'y a plus d'accès médical. Mais quand on regarde l'approche territoriale, je pense qu'on peut compenser les services là, à ce niveau-là. C'est sûr que la pandémie a eu un impact dans le taux d'inscription parce que les jeunes qui pouvaient prendre la nouvelle clientèle ou les gens qui sont moins connus là, par les médecins, c'est difficile de voir un patient au téléphone, ça a diminué l'inscription. Puis l'Estrie a été aussi très attractive. On a 8 000 résidents dans la dernière année qui s'est rajouté. Actuellement, ce qu'ils trouvent, c'est qu'on a une proportion différente au niveau de nos guichets par rapport à la clientèle inscrite, mais on a une surqualité, comme Mylène vient de parler, de la clientèle qui est inscrite par l'approche qu'on peut leur donner côté service médical professionnel, tout azimut. C'est sûr qu'en Estrie, on est très avancé là, dans plusieurs milieux sur l'accès adapté. Puis je pense que cette approche collaborative, là, ça aide beaucoup. Dans les défis, il y a quand même tout ça, comment on peut quand même créer de la capacité à l'intérieur de nos GMF puis de nos cliniques. Je pense que le fait d'avoir des professionnels, de respecter l'expertise, les compétences de tous et chacun, de savoir diriger à la bonne personne,
peut à ce moment-là libérer beaucoup de rendez-vous médicaux. Puis ce qu'on s'aperçoit, il y a quand même 50% des services qui sont par le projet qui est parti au niveau du Bas-Saint-Laurent. 50%, ce n'est pas un besoin médical, c'est un besoin de plusieurs autres professionnels. Tu peux avancer la prochaine. Tu peux avancer aussi la prochaine. Quand on regarde qui devrait être responsable de diffuser ces portes d'entrée-là, est-ce que c'est, puis de diffuser aussi le panier de services qui est vraiment en dehors des fois des services médicaux. On voit sur certains sites web de cliniques le concept, c'est quoi l'accès adapté? C'est qui les professionnels qui peuvent donner les services? C'est quoi les services qu'ils peuvent rendre à ce niveau-là? C'est qui la bonne personne? Quelqu'un qui appelle pour une infection urinaire, oui, il peut être dirigé au pharmacien, oui, il peut être dirigé directement à l'infirmière clinicienne. Il n'y a pas besoin de nous voir comme médecin. S'il y a un problème de médication, ça peut être dirigé directement au niveau de la pharmacienne, au niveau de nos GMF, ou un problème social, un problème de crise peut être évalué à prime abord par nos travailleurs sociaux. Fait qu'il y a une porte d'entrée qui est à améliorer. Puis on parle d'accès adapté, oui, côté médical, mais aussi côté professionnel, puis côté secrétariat. Je pense que la direction, l'orientation plutôt, comme on a au niveau de nos accès psychosociaux, l'AOA, ça devrait exister au niveau de nos GMF, de nos milieux là, pour orienter la clientèle. Puis quand on regarde les différentes portes d'entrée, il y en a de multiples, que ce soit info sociale, info. Il y en a plusieurs. Il y a des services spécialisés où la clientèle, l'usager peut avoir accès directement, que ce soit pour les maladies chroniques. Il y a des portes d'entrée qui existent. Actuellement, même pour la clientèle qui est inscrite dans un milieu, ont tout à fait avantage à connaître ces services-là. Puis du côté de la population, de l'usager qui se retrouve sans médecin de famille, peut utiliser ces portes d'entrée-là. On a mis un bon projet, nous, pour la réorientation de la clientèle qui se retrouve à l'urgence par défaut de ne pas connaître les services qui sont sur le territoire, avec la centrale d'appel qui nous a permis, nous, de s'assurer que c'est facile pour la clientèle qui est réorientée d'être orientée à nouveau, si c'est un service médical, vers les GMF. Il y a moyen d'organiser un contrôle, un contrôle dans l'orientation. En même temps, ce centre de contrôle a besoin de connaître aussi les alternatives aux problèmes ou aux besoins de services médicaux. Cette diapo-là est super intéressante parce qu'on voit multi-approches de centres de disponibilité de portes d'entrée qui méritent d'être connus de tout le monde. On peut aller à la prochaine. Quand on regarde un petit peu pour la communication, qu'est-ce qui a permis qu'est-ce qui est important au point de vue des conditions gagnantes dans le fond, c'est pour éviter d'aller à l'urgence. Nous, quand on regarde à gauche, la réorientation pour les P4, P5 de gens qui ne devaient pas se retrouver à l'urgence, qui pouvaient être connus de la centrale d'appel pour voir les disponibilités, oui, côté services médicaux, mais qui connaissent aussi d'autres services où souvent c'est de l'auto-soin, mais il y a une façon d'organiser l'orientation pour qu'elle soit dirigée vers les bonnes personnes. Je pense que la période COVID a aidé beaucoup avec le 877 puis le 811 pour évaluer faire une première évaluation de la condition, voir est-ce que c'est nos centres d'évaluation pour la clientèle COVID ou si ça pourrait être dirigé pour la clientèle froide. Maintenant qu'il y a de la disponibilité dans nos GMF, autant pour la clientèle qui est inscrite, puis de plus en plus de disponibilité pour les usagers qui n'ont pas de médecin de famille, mais qui est préévalué. Ce niveau de préévaluation augmente la pertinence du service qui est rendu. On va aller pour la prochaine, Lise. Qu'est-ce qui est important? Moi, on a parlé tout à l'heure des données, c'est la mesure. Comment on peut ajuster individuellement notre offre de service comme médecin ou notre GMF comme offre de service? La première mesure dans certains GMF, ce qu'on voit, c'est que juste d'avoir le reflet de ce qui est vu au sans rendez-vous, qui est de notre clientèle, qui aurait pu être vu et être réattribué dans nos rendez-vous. Je pense d'avoir un feedback de l'utilisation du sans rendez-vous peut être super intéressant pour ajuster notre propre offre de service.
La même chose dans notre projet de réorientation de P4, P5 ou d'orientation du guichet d'accès vers le GMF, de savoir la quantité de clientèle qui est déjà inscrite à ce GMF, d'avoir une rétroaction qui force un petit peu à mieux utiliser les services à l'interne, d'être plus pertinent dans l'offre de services à l'interne pour justement ouvrir une disponibilité un peu plus grande à l'extérieur. Fait qu'il y a des moyens d'essayer de s'auto-mesurer et de réajuster notre offre à partir de ce qu'on donne comme disponibilité. Je pense que la mesure est essentielle d'avoir des données qui nous fait cette réflexion-là. La prochaine. Ça, c'est les données qu'on a au niveau de la centrale d'appel qui permet aussi de réajuster l'offre territoriale pour savoir c'est quoi le nombre d'usagers qui est réorienté, qui n'ont pas de médecin de famille par rapport à la clientèle inscrite. Et à ce moment-là, d'en rediscuter au niveau des tables locales où les responsables GMF sont là. Puis d'ailleurs, je trouve ça très intéressant ce qui est dit auparavant. Je pense qu'on mériterait d'avoir aussi la présence de la santé publique à nos tables locales pour voir les déterminants de santé. Je pense que ça peut faire des belles discussions à nos tables locales qui existent dans nos 9 RLS, dans nos 9 territoires, pour justement ajuster l'offre aussi territoriale. La prochaine. Oui, docteur Vaillancourt, juste pour dire, il ne reste peu de temps. Là. En fait, on aurait presque fini, mais je vous laisse quelques... Oui. En fait, l'autre élément, c'est la gouvernance. Je pense que de travailler ensemble au niveau, oui, de la gouvernance médicale, des SP, des RMG, mais aussi avec les services généraux, je pense que c'est essentiel de travailler tout le monde ensemble. Puis je pense que nous, on a mis des groupes de travail, un sur la clientèle inscrite, puis sur la clientèle non inscrite, mais je pense que ça vaut la peine de le faire. Tu peux aller un petit peu à rafale, là. Je pense que dans le fond, c'est les trois là, avec l'usager qui est au centre là, des services. Les projets, on en a à Mefremega. Je vous invite à écouter le webinaire qui a été diffusé là, ce matin pour voir leur offre où on voit l'intégration du guichet de la santé mentale, des maladies chroniques avec l'offre des services médicaux. La prochaine. C'est la publicité qui a été faite aussi pour que les usagers sachent où s'adresser. Il y a deux diapos là-dessus. Je pense que c'est super intéressant. La prochaine. Fait que c'est mes 3P. Vas-y, on peut y aller en rafale pour les prochaines. Là. En fait, le CAR, qui est le centre d'appel, qui est le centre d'appel régional, va devenir le centre d'appel pertinence pour devenir un GAP, qui est un guichet d'accès pertinence quand le panier de services va être complet. Tu peux aller à la prochaine, je pense que c'est pas mal terminé. C'est le projet qui s'en vient pour le GAP, là, où la clientèle orpheline peut s'adresser pour avoir les bons services. Fait que dans le fond, tu sais, comme médecin, je pense qu'on est bon dans le diagnostic traitement, donc d'essayer de faire ce qu'on fait de mieux, mais en collaboration avec nos professionnels, avec tous les services qui sont connexes, je pense qu'on peut aller encore pas mal plus loin. Puis je pense que faut développer cette culture-là de mesure pour s'auto-ajuster. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, sans plus attendre, on va continuer avec notre période d'échange. Les gens peuvent continuer à écrire dans le chat, c'est bien parti. Mais avant le chat, on a nos 3 discutantes. Donc, peut-être commencer, si elle est prête, avec Madame Nicole Desjardins, qui est notre patiente partenaire qui fait partie de l'équipe de Mylène Breton. Est-ce que... Ou sinon, on peut tout de suite... Son micro est fermé. Elle essaie de parler. D'accord. Oui, excusez-moi. D'abord, bonjour. Ça fait plaisir de faire partie de cette rencontre. C'est certain que je savoure avec un grand intérêt tout ce qui peut se discuter. L'accessibilité des soins, la vulgariser, approche populationnelle, c'est tout ce qu'on peut discuter. Mylène, si tu veux ajouter, mais c'est notre préoccupation première, nous, dans l'équipe à Mylène. Oui. Aviez-vous une réaction à vous personnellement? À moi, personnellement, avec mon entourage, et etc., ce que j'entends sur le terrain des usagers, c'est certain que c'est ce qu'on se plaint, l'accessibilité. Je pense que la communication et de publiciser les services aussi,
Info Santé, j'y travaillais, alors je connais un peu. Je pense que c'est une porte d'entrée qu'il faut publiciter de plus en plus. Désengorger les urgences, désengorger. Aussi, je pense, diminuer l'anxiété chez les gens qui n'ont pas de médecin de famille. Je pense que c'est un autre objectif aussi. Merci beaucoup. Liliane, je voyais que tu voulais réagir, mais est-ce que... Non, c'est bon? OK. Sinon, vous aviez peut-être quelques secondes encore, Madame Desjardins? Je pense que ça résume. OK. Ben, sinon, on reviendra peut-être après. Vous pourrez revenir. On pourrait inviter maintenant Dr. Catherine Houdon à partager là, ses impressions sur ce qui a été discuté déjà dans ce thème. Oui, bien, en fait, merci. Mylène et Raymond ont fait des présentations qui étaient fort pertinentes, fort intéressantes. C'est sûr que c'est très, très important. Moi, souvent, ce que je me dis, quand j'écoute les nouvelles ou quand je lis le journal, puis qu'on parle de l'accès, des difficultés d'accès, tout ça, la question que je me dis, c'est on sait à quoi? Puis j'ai l'impression qu'on a tendance vous me direz, si j'ai des problèmes de connexion, je vais fermer ma caméra pour pas qu'on manque. Je suis à la faculté. Normalement, c'est supposé être correct, mais des fois, tu me feras signe, Lise, OK? Si jamais c'est... Oui, ça a l'air correct. OK. Ça m'écrivait... Si tu as de la misère à m'entendre, fais-moi signe, je vais fermer En fait, ça vient de couper un peu, donc peut-être, oui. OK, fait que je vais y aller à la caméra fermée. Donc, c'est ça. On entend souvent parler de l'accès, puis on revient à notre bonne vieille définition d'avoir accès à un médecin de famille. Il y avait une discussion super intéressante dans le chat, là, en même temps que les présentations. Puis, effectivement, l'accès seulement à un médecin de famille, c'est plus de ça qu'on parle, dans le fond. On veut s'organiser pour que les personnes qui ont des besoins aient un accès pour répondre à ces besoins-là. Des fois, ça va être le médecin de famille, mais souvent, ça peut être d'autres professionnels. Ça fait que, puis je pense que l'autre chose aussi, c'est que l'accès, on pas isoler l'accès, puis Mylène le disait bien, là, elle parlait d'un processus d'accessibilité. Si on parle de répondre à un besoin, on ne peut pas isoler l'accès de la continuité, puis j'aimais beaucoup la conclusion de Mylène dans ce sens-là aussi. On ne peut pas isoler l'accès d'une meilleure intégration des services, on ne peut pas isoler l'accès de l'interdisciplinarité, puis de la proximité aussi. Parce que c'est sûr que, comme on le sait, je pense que Raymond parlait de pertinence. On le sait, en fait, non seulement l'accès est difficile, mais plus des gens vont être vulnérables, plus des gens vont avoir des problématiques ou des besoins complexes, et plus l'accès qu'on est capable de leur offrir va aller en des soins inversés. La loi Probablement que pour répondre puis améliorer cet accès-là, surtout pour des clientèles vulnérables, ça passe par non seulement le travail interdisciplinaire, mais une façon peut-être un peu innovante puis différente d'offrir des services. On parle toujours de porte d'entrée dans le système, puis c'est correct, on comprend de quoi on parle, mais éventuellement d'offrir de plus en plus de services de proximité, d'offrir des services population d'un territoire ou avec d'une population en particulier, ça devient incontournable. Puis moi, j'oserais même dire, soyons un peu innovants et créatifs pour sortir de notre modèle de soins où on est assis, un professionnel qui a bien des besoins qui pourraient être comblés en dehors de ce modèle-là. Ça fait qu'on pourrait en parler longtemps. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. La dernière petite chose aussi, c'est que dans notre modèle GMF, on inscrit des patients à des médecins de famille. Moi, je pense qu'on pourrait inscrire des patients tout simplement à un GMF, puis après ça, en équipe et de façon collaborative, faire de notre mieux pour offrir des services à la clientèle inscrite. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, mais je vois d'un très bon œil vos cadres de référence aux services de proximité. C'est clairement vers là qu'il faut aller. Et bien sûr, j'espère que le discours politique va suivre ce nouveau cadre-là, parce que quand on écoute les nouvelles, c'est ainsi, ce n'est pas toujours ça qu'on entend malheureusement. Je m'arrête. Merci, Catherine. Édith Champagne, si vous êtes prête, une minute ou deux,
3 gros max. Okay, parfait, je commence tout de suite. Ben, écoutez, on parle de transformer les systèmes, hein? On parle de travailler en plus grande collaboration avec le communautaire, les ressources privées, les ressources publiques. C'est passionnant, c'est essentiel, mais c'est aussi complexe. C'est aussi complexe, mais c'est réaliste et c'est très possible. Il faut juste savoir comment on soutient tous ces changements-là. Et les changements, ben, il faut faire confiance aux gens, il faut les soutenir, il faut accompagner, il faut aussi identifier pour qui qu'on fait ça. Ben, c'est pour la population, puis tout le monde a quelque chose à gagner là-dedans. Mais vous savez, il faut quand même écouter nos partenaires, il faut aussi les former. Vous savez, le travail d'une secrétaire dans une clinique il y a 25 ans, c'était simple, hein? Le patient appelle, il y avait juste un médecin. Mais maintenant, c'est beaucoup plus complexe. Il faut mettre en place des consignes pour donner de la formation. Il faut avoir la trajectoire client aussi en fonction de son motif d'appel pour éviter qu'il aille chez le médecin. Il ne faut pas que ce soit le médecin qui réfère à l'intervenant. Il faut que ce soit directement en premier lieu. Fait que le rôle de la secrétaire est essentiel. C'est sûr que quand on parle de changement, ben, on parle de dire ben, on renonce à une ancienne pratique. Fait que renoncer, ben, c'est d'aller de l'avant vers autre chose. Il faut faire confiance à nos partenaires. Il faut les connaître surtout parce que c'est sûr, tout le monde va dire ah, on sait ce que ça fait un pharmacien, on sait ce que ça fait une infirmière, mais c'est pas vrai. Savez-vous tout ce que ça fait en lien avec s'ils utilisent pleinement les protocoles, les ordonnances collectives, les droits de prescrire? C'est énorme. Le plein potentiel, il n'est pas toujours utilisé. Puis, tu sais, on manque de ressources, c'est totalement vrai. Mais est-ce qu'on utilise bien tous ceux qui sont en place? Bien, moi, je peux vous dire que pas toujours. Donc, il y a beaucoup d'éducation aussi à faire. L'éducation est, oui, à la population, mais elle est aussi à nos professionnels, elle est aussi aux médecins. Parce que souvent, tout le monde va dire hey, oui au changement, c'est sûr qu'il faut tout changer. Mais quand là, qu'on dit OK, qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma pratique? Ah non, ça veut dire que je ne verrai plus mes bébés. Les abécédaires vont être donnés toutes aux infirmières. Ah ben ouais, ben là, finalement, c'est vraiment ça. Fait que c'est vraiment de revenir sur l'utilisation du plein potentiel du champ de pratique de tous. C'est de faire confiance puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire autrement et faire de plus aussi. Fait que pour toujours revenir sur notre objectif qu'on doit avoir tous ensemble, qui est notre responsabilité populationnelle, on n'a pas le choix si on veut s'en sortir. Mais faire du changement, bien, ça prend de l'accompagnement. Ça prend l'accompagnement puis ça prend la confiance aussi. Merci beaucoup, Edith. Excellent. Enfin, merci à toutes les personnes qui sont intervenues déjà. Alors, si on regarde le chat, ça continue d'entrer. On ne va pas dire que ce n'est pas beaucoup des questions qu'on a, c'est beaucoup des commentaires, en fait, un genre de conversation qui a commencé déjà à se dérouler et puis qui fait écho à ce que les gens apportent. C'est très intéressant. Je voyais des gens revenir avec... je pense que c'est Mme Céline Gendron qui parlait de référer davantage, créer plus de liens avec les organismes communautaires. Vous cinq, comment vous entendez ça? Mylène, peut-être. Ah, ou je voyais Mylène, une petite main jaune, peut-être ensuite Edith. Je vais mettre ça en parking d'idées. Moi, je voulais ouvrir sur la téléconsultation, fait que je te laisse avec ta question, puis tu reviendras après si on a le temps. OK, bien d'accord. Alors, Edith, si tu voulais réagir aux organismes communautaires? Oui, parce que c'est totalement intégré dans les projets que Dr. Vaillancourt a présenté tantôt. Donc, quand on parle de pertinence, ils sont à la même place et on est tous complémentaires. Fait que c'est comme, OK, c'est quoi notre panier de services? Puis à partir de là, on réfère. Fait qu'il faut les connaître. Fait que c'est sûr, c'est essentiel. Puis c'est carrément intégré dans les projets là, que Dr. Vaillancourt a présenté tantôt. Simplement, si je peux me permettre de compléter, parce que dans le fond, oui, le lien avec les organismes communautaires, il n'y a rien qui est aidant, plus aidant là, si on a un problème de violence, de référer à Parolia, mais il y a une méconnaissance de ces services-là, puis des professionnels aussi, autres que GMF, puis autres que Guichet éventuellement. C'est pourquoi le physio ne verrait pas des problèmes musculo-squelettiques avant qu'on les voit. Puis quand on regarde le projet, c'est moins que 50% là, qui ont vraiment besoin de services médicaux. Puis je pense que c'est essentiel que ça soit connu. Pourquoi que les gens, tu sais, qu'il y a un œil rouge, vont aller voir l'optométriste. L'optométriste peut référer directement à un ophtalmo. On peut référer au dentiste qui peut référer en chirurgie buccale ou nous le référer si jamais il y a besoin. Le pharmacien, on en a parlé. Pourquoi qu'on ne pourrait pas mieux utiliser
les professionnels qui sont dans le réseau. Je pense qu'il y a un manque essentiel. Là. Je pense qu'il faut réajuster le type. Le groupe de travail qu'on va faire, l'éducation, là, il y en a plusieurs qui en parlent dans le chat. L'éducation, là, quand on a débuté l'accès adapté, c'était patient médecin. Là, on lui disait, écoute, on est disponible. Puis plus tu restes disponible et qu'ils ont confiance au système, ils consultent quand c'est pertinent. Puis ça, je pense qu'il faut aller plus loin dans notre offre, il faut regagner confiance à l'usager qui va avoir des services qui ne sont pas nécessairement reliés au médecin traitant. Puis je trouve tout à fait très bien ce que Catherine elle a dit tout à l'heure. Tu sais, moi, je suis plus proche de la retraite que de début. Tu sais, avec 2000 patients, tu sais, quand tu perds ton médecin traitant, tu ne devrais pas perdre ton équipe. Je ne comprends pas. Puis l'inscription à l'équipe, qui va devenir vraiment un projet éventuel, puis on va vers ça de capitation, je pense que c'est une des portes, une des solutions qu'il va falloir évaluer, là, puis vraiment regarder ça. Merci, Dr. Vaillancourt. Avant qu'on revienne à Mylène, est-ce que Catherine, c'était sur les organismes aussi? Oui. Alors, oui. OK. En fait, juste pour dire qu'effectivement, les organismes, tout le contournable dans l'œuvre de ces ils peuvent être très bien placés pour répondre à plusieurs besoins de plusieurs clientèles. Je pense qu'il faut garder en tête, on a parlé, Raymond disait que ce n'était pas assez connu, là, plusieurs l'ont dit, puis c'est vrai. Alors, il faut les faire. Il y a un sous-financement quand même assez important là, de tout le réseau communautaire. On a été beaucoup sensibilisés pendant la pandémie, parce que je pense qu'on a senti qu'il y avait eu un mouvement là, au niveau politique, au niveau ministériel, parce qu'il y a eu vraiment des besoins sur le terrain, puis les organismes communautaires ont été très, très valorisés. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue à surfer, là, que la pandémie n'est pas juste un moment difficile, mais une occasion d'opportunité pour continuer à surfer sur cette vague-là. Et puis, à un moment donné, il faut suivre parce qu'on regarde, c'est souvent des organismes là, qui fonctionnent, qui sont très créatifs, qui réussissent à offrir des bons services, mais avec très peu de moyens. Si on compare à tout ce qui est offert dans le réseau de la santé, là, je pense que ça, il va falloir que ça soit adressé éventuellement. Merci. Mylène, oui, bien, très rapidement, j'aimerais qu'on se félicite de l'évolution de notre modèle GMF depuis 20 ans, qui est, oui, toujours centré sur un médecin de famille pour l'affiliation, mais l'équipe interdisciplinaire, s'est vraiment diversifiée et de plus en plus, on essaie justement, quand on a la chance d'être inscrit dans un GMF, d'avoir cette opportunité d'aiguiller davantage le patient selon le motif de consultation. Il y a beaucoup de travaux dans les GMF pour essayer justement d'orienter le patient au bon professionnel quand on appelle. Je pense que ça, c'est un élément. Ça demeure que les personnes orphelines là, c'est toute une autre problématique en soi. La pandémie, OK, on ne résumera pas tous les désavantages que ça a entraîné, mais ça a entraîné quelque chose qu'on n'avait jamais vu de la première ligne se tourner aussi rapidement, de l'agilité qu'on a observée et l'implantation rapide des téléconsultations, même téléphoniques, qui est la majorité au Québec, mais je pense qu'il y a du gain qu'on a appris que c'était possible de faire des consultations, de faire des suivis pour des patients. Il y a de la capacité future à aller chercher là. Il y a des motifs de consultation, c'est approprié, c'est plus rapide, c'est plus efficient, c'est même de meilleure qualité. On se permet de reparler à un patient plus rapidement, dire, ben je ne l'aurais pas refait venir dans 3 semaines, je vais l'appeler pour un 15 minutes. Je pense que c'est de bien comprendre dans quel motif, quand c'est utile, puis de le mettre comme une modalité pour donner des services. Puis je suis certaine que ça peut nous donner à terme de la capacité additionnelle aussi. C'est le mot de la fin. Officiellement, il nous reste une minute ou deux, là. Alors, en tout cas, d'après ce que je vois passer beaucoup comme commentaire, il y a que le fait qu'on a travaillé sur la connaissance des différents services, puis surtout ceux dans le communautaire, là, mais peut-être pas seulement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une dernière qui vient d'entrer, qui est vraiment une question. Sommes-nous en mesure de faire le lien avec l'évolution du modèle GMF et le nombre P4-P5 se présentant aux urgences? Mylène, tu fais oui. Bien, oui, il y a Mélanie-Anne Smithman qui fait son projet de doctorat qui a montré, qui va publier très bientôt, l'affiliation de médecin de famille. Là, on n'est pas sur d'autres professionnels, mais le fait d'avoir un nouveau médecin de famille via les GACO et l'impact sur la consultation à l'urgence,
oui, il y a une diminution des consultations à l'urgence une fois que tu as une affiliation. Quand on regarde dans les grandes banques de données, on sait que les personnes qui sont orphelins consomment plus de services à l'urgence pour des priorités P4, P5, puis on comprend qu'ils ont moins d'alternatives aussi. Souvent, et je veux dire, si tu n'as pas accès, surtout en région, en plus, si tu n'as pas accès à un GMF ou tu n'as pas accès à un clinique réseau, ben c'est une alternative qui semble. Effectivement, quand on a une affiliation, c'est démontré dans la littérature que clairement, il y a un impact sur l'utilisation de l'urgence. Et quand l'accès adapté va être encore mieux implanté, là, ça va être exceptionnel, il va y avoir un effet plus grand. Excellent. Bien, merci beaucoup. Alors là, on est rendu au bout de notre élastique. Merci tout le monde d'avoir participé. Tout le monde a eu l'occasion de participer un peu à la discussion à la fin. Alors là, maintenant, on aurait une pause de 10 minutes pour tout le monde. Question de reprendre son souffle, respirer, c'est ça. Alors, à tantôt. Merci beaucoup.